Salut à tous, chers explorateurs du réel, vous êtes sur les sentiers du réel et je m'appelle Alexis. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous et peut-être le public de mon invité aujourd'hui. Nous allons parler du vampirisme, vous l'avez vu dans le titre, vampirisme avec Morgan Priest. Et oui, il revient, il nous était déjà venu sur les sentiers pour nous parler des loups-garous et du paranormal dans la Bible. Très intéressant, deux émissions que je mettrai bien sûr en description comme d'habitude pour aller les voir et apprécier bien ses dires. Aujourd'hui, il a sorti effectivement alors plusieurs bouquins, dont un sur l'ufologie, on en parlera tout de suite, tout à l'heure. Et on va parler aujourd'hui de démonologie, de vampirisme. On va un peu revenir aussi sur le satanisme, comme on était déjà venu il y a 2 semaines avec Eric. D'ailleurs, c'est assez marrant pour l'instant, c'est inopiné, mais voilà, j'ai des sujets un peu dark en ce moment, ça me plaît beaucoup. Voilà, je le fais pas exprès, encore une fois, c'est l'univers qui me guide. Et donc aujourd'hui, vampirisme. Alors peut-être qu'un vampire, vous en avez peut-être déjà rencontré dans votre vie, au boulot, peut-être votre conjoint, si ça se trouve, hein, dans votre lit, sans que vous ne le sachiez. On va un petit peu voir toutes les formes de vampirisme, je pense, avec notre ami Morgane. Comment vas-tu? Super bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur de repasser sur ta chaîne. Merci beaucoup. Ah bah, c'est un honneur également, vraiment, sache-le. Et j'espère que tu viendras nous parler effectivement aussi des ovnis, puisque tu as sorti tout récemment un bouquin, effectivement, sur l'ufologie. Donc ça, c'est un sujet qui, forcément, comme tu le sais, nous anime, mon cher Morgan. Donc effectivement, alors, pour te représenter un petit peu, effectivement, tu es auteur, hein, voilà, tu es même conférencier, je pense que tu as, voilà, déjà pu faire quelques conférences, ou en tout cas quelques sujets comme ça aussi. Devant public et tu es un fervent chrétien, je pense, hein, on peut le dire, avant toute chose. Je travaille précisément en neurothéologie. Ça fait 15 ans qu'effectivement j'ai eu une conversion au christianisme. Je suis passé par les mouvements protestants avec 2 années d'études théologiques chez eux. Et après, j'ai eu une évolution. C'est vrai que j'ai découvert au fur et à mesure du temps la dogmatique, bien sûr, de l'Église catholique et orthodoxe, mais aussi la neurothéologie. Donc, tout un sujet. D'ailleurs, je travaille je prépare un livre pour l'année prochaine au sujet de la neurothéologie et qui n'est pas très connu en France, qui pourtant existe bien, il suffit de le regarder sur Google. C'est pas un truc que j'invente. Tu viendras quand tu veux pour en parler, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien les sujets que je ne connais pas et je m'intéresse toujours à voilà, à toutes ces théories, toutes ces, études, théologie et cetera. Tu sais bien que je suis ouvert à tout ça, donc pas de problème, quand ton bouquin sortira, tu viendras nous en parler, bien entendu. Ça m'intéresse beaucoup et puis voilà quoi, donc moi, de toute façon, on le sait, je fais les interviews que je veux. D'abord, c'est pour moi avant les auditeurs et voilà, trac. Bon, mon cher Morgane, aujourd'hui, vampirisme. Alors toi, est-ce que tu as déjà rencontré un Dracula, un vampire? Pourquoi ce sujet? Vaste sujet. J'ai écrit 2 bouquins en fait. C'est un sujet, voilà, vampirologie et le vampire de Highgate, sujet fort intéressant aussi. Effectivement, le sujet du vampire, le terme vampire, étymologiquement, ça signifie, c'est assez récent, hein, ça date du début du XVIIIe siècle. Mais le concept du vampirisme, lui, date depuis la nuit des temps en soi. Mais c'est vrai que c'est un mot précisément qui est assez récent dans l'histoire du monde. Et ça vient des Balkans, de Serbie, de choses comme ça. Donc ça signifie littéralement, de façon, je dirais, un peu plus poussée, ça signifie aspirer, prendre en fait. Voilà, c'est censé être des créatures qui sortent de leur tombeau pour aspirer l'énergie, le sang des vivants. Mais bon, voilà, donc il y a cette notion d'aspirer, de prendre. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse notamment à beaucoup de sujets. Pas qu'à la cryptozoologie, parce que c'est vrai que j'étais venu pour la cryptozoologie avec le sujet du loup-garou, mais je m'intéresse à beaucoup de sujets. Alors, il y a des personnes toujours qui ne me connaissent pas du tout, qui vont me caricaturer en me disant, ah, bah, il parlait des loups-garous, maintenant il parle des vampires. Non, non, le sujet du vampire, ça, j'en parle depuis des décennies. J'ai 46 ans. Donc, ça fait longtemps que j'en parle, comme l'ufologie, c'est pas un sujet nouveau. D'ailleurs, il y a 10 ans, j'ai sorti un livre sur l'ufologie. Donc, c'est pas du tout nouveau pour moi et j'ai grandi avec mon papa ufologue. Donc, voilà, c'est moi, mon père a fait des dîners avec Jimmy Guieu. Voilà, je connais bien voilà toute cette sphère-là. D'ailleurs, je tiens une chaîne qui s'appelle OVNI France. Enfin voilà, tout ça n'est pas du tout nouveau. Enfin, je le dis parce que j'en vois certains déjà qui vont me caricaturer alors qu'ils ne me connaissent pas du tout et qui m'inventent des biographies et des chronologies carriéristes que je n'ai pas du tout. Et ça, c'est typique des réseaux sociaux. Et justement, parmi les vampires, on trouve justement ce genre de personnes-là. C'est-à-dire, en fait,
ce sont des vampires qui s'ignorent. La majorité des vampires de notre quotidien, en fait, s'ignorent complètement pour eux. Ce sont des personnes qui se battent pour la vérité, qui sont animées presque d'une bonté d'âme et d'une sagesse que d'autres n'ont pas. Et ce sont des éveilleurs, voire même, et ils te préviennent de toute autre chose. Ces gens-là ont oublié qu'ils étaient les propres vampires de leur propre monde et qu'ils emmerdaient les autres, en fait. Et ça porte le nom aussi de pervers narcissiques, ou ça porte le nom de tout simplement de casse-couilles. Et ce sont des personnes donc que tu retrouves aussi dans tes commentaires, tu en as plein. C'est une forme de cyberharcèlement qui ne dit pas son nom. Ça te prend de l'énergie, ça t'envoie de la basse vibration par écrit. Et donc, il faut se protéger de ce type de vampire-là. Quelqu'un qui vient dans le négatif et qui vient te dire, eh ben, cette personne est comme si, en fait, toujours dans la critique, toujours dans le négatif, et surtout, en plus, dans la fausseté, dans le mensonge. C'est très récurrent. Moi, je vis ça tout le temps. Eh bien, tu t'aperçois qu'en fait, oui, les vampires sont bien plus nombreux qu'on pourrait le croire. Et aussi, donc, je le disais, on est parfois notre propre vampire. Ça s'appelle la dépression, les névroses, l'anxiété, le stress, etc. On se vide nous-mêmes de notre propre substance, de notre propre énergie, et tout ça génère du cortisol, une hormone dégradante, catabolisante, qui empêche les vitamines, les minéraux de se fixer correctement et qui te rendent malade. On est parfois son propre vampire et bien plus souvent qu'on pourrait le croire. Et donc, c'est pour ça que le sujet du vampirisme, quand je dis que les vampires existent réellement, c'est un sujet très très vaste. C'est comme quand je parle des loups-garous, ça existe réellement. Mais quand on caricature mon propos, qu'on ne prend pas le temps de m'écouter, de lire mes bouquins, d'aller effectivement à mes conférences, de venir me rencontrer, de réellement bien m'écouter, et ben on me caricature et on fait croire que je parle des vampires du cinéma avec des crocs qui poussent, qui se réveillent de leur tombeau pour sucer le sang de leurs victimes et qui vivent de façon éternelle et qui se transforment en chauves-souris. Je ne parle pas de ça et je n'ai jamais parlé de ça. Et comme pour les loups-garous, je n'ai jamais parlé de lycanthrope, c'est-à-dire d'hommes qui se transforment en créatures. Et j'utilise les bons mots, mais il faut encore une fois m'écouter et pas me caricaturer ou pas avoir l'influence de YouTube, d'autres youtubeurs qui jouent la concurrence avec moi en me disant n'importe quoi à mon sujet, comme on le voit avec le sujet notamment du loup-garou. Tu vois, donc les vampires, c'est vaste. Je te laisse, peut-être tu as des questions bien précises. Ben, en fait, oui, et en tout cas, je rebondis sur le fait que c'est un sujet très vaste, et ça, c'est absolument vrai. Puisque tu le dis, voilà, en introduction, je le disais aussi, des personnes qui te sucent ton énergie, qui t'aspirent ton énergie, s'en nourrissent. En fait, ce sont des gens qui n'existent que par ça, et on le voit bien, hein, les trolls, hein, appelons-les comme ça, sur le net, en tout cas, dans les réseaux sociaux, et ça a fait beaucoup, beaucoup de mal à des jeunes aussi qui, en ce moment, même parfois, sautent la vie, hein, pour ne pas dire un autre mot, interdit par YouTube, et parce que il y a, cet harcèlement, cyberharcèlement, qui finalement ne vaut pas mieux que celui qu'on a pu peut-être éventuellement vivre à l'école. Heu Tu vois, par exemple, une forme de vampirisme, hier j'étais en live sur TikTok, parce que je fais énormément de live sur TikTok et je suis assez productif dessus, parce que c'est un réseau très complémentaire à YouTube. Et par exemple, dans les lives, j'ai énormément de haters, énormément j'ai très bons modérateurs qui me permettent d'avoir l'esprit clair et de pas me faire vampiriser, justement. Mais à un moment donné, j'ai vu, c'est un exemple, hein, mais je le sors ici, c'est pour vraiment et je pense que tu as peut-être des exemples de ce genre-là et tu connais le sujet parce que toi-même, tu en es victime aussi à ton niveau. C'est qu'à un moment donné, on me parle de mon chien. J'ai eu un chien il y a plus de 10 ans, 15 ans, qui s'appelait Uriel. Uriel. Et donc, oui. Et je l'avais pris à la SPA. En fait, j'ai pris plusieurs chiens à la SPA dans ma vie pour, parce que j'aime beaucoup les animaux. Et donc, un jour, à cette époque-là, donc j'étais protestant, donc il y a bientôt une quinzaine d'années. Et tu sais, chez les protestants, on baptise tous, tout le monde, tu vois, tout le monde se baptise les uns les autres. Il n'y a pas précisément de haute hiérarchie qui a une sorte de monopole, comme dans l'Église catholique, où là, vraiment, tu es chrétien, tu peux à ton tour baptiser. Tu vois, donc je faisais beaucoup de conférences, j'étais invité un peu partout, et moi-même, ça m'arrivait de baptiser, et d'autres aussi, hein, tout le monde. Il n'y avait pas un monopole non plus. Et d'ailleurs, on disait, Morgan Priest, il fait baptiser, ses baptêmes sont payants, il les fait payer. Ce qui est totalement faux, c'est que il y avait
parfois on organisait des sessions de baptême à la mer. Par exemple, ça pouvait être à Marseille, donc en l'occurrence à 2000 kilomètres de chez moi en tout. Donc, il y avait des gens qui participaient pour me faire venir, donc je gagnais pas des millions avec ça, hein. C'était juste pour me défrayer les frais de carburant, de payage, des trucs comme ça, parce qu'il faut savoir aussi que bah, on amenait de la bouffe, on amenait le café, des boissons, tout ça. Enfin, on faisait des petites organisations comme ça. Et tu vois, on a caricaturé ça en disant que bah, je faisais payer les baptêmes. Et donc, c'est un gros mensonge. D'ailleurs, même dans l'Église catholique, tu fais un don au moment du baptême ou au moment de la messe ou au moment et c'est pas forcé. Voilà, t'es pas obligé. Donc, tu vois, c'est des gros mensonges de vampires des réseaux sociaux. Et aussi, par rapport à mon chien, donc, un jour, j'étais parti dans une session baptême, quelqu'un voulait être baptisé, donc il y avait un ruisseau qui n'était pas à côté de chez moi, et je demande à un ami qui était avec nous de garder mon chien, parce que je ne pouvais pas le garder, j'avais pas de, j'étais occupé. Donc il me dit, ouais, très bien, il le garde, donc bah, du coup, je lui fais confiance. Et donc, je vais baptiser une personne. Et en venant, bah, ce mec-là avait oublié mon chien dans sa voiture lors d'une canicule. Tu vois, il faisait vraiment, ça faisait plus d'un mois qu'il faisait chaud. Il faisait un truc comme 40-45 degrés. Donc, je parle ça il y a 15 ans, hein, donc c'est pas nouveau, la chaleur dans l'absolu. Et donc, bah, je dis ça parce qu'au moment où on parle, il fait une quarantaine de degrés, c'est pour ça. Mais donc, voilà, mon chien était complètement dans le coltard. Donc, bah, j'arrive là, j'étais sous le choc. Je prends mon chien, je l'amène vite dans ma voiture, on file à la clinique et mon chien est mort des conséquences de la chaleur le lendemain. Et ça, donc, moi, il y a des gens qui ont parlé de cette histoire-là sur les réseaux sociaux et ils ont réussi à inverser tout en faisant croire que j'avais tué mon chien dans la voiture. Tu t'imagines? Donc, c'est hyper violent pour moi à cette époque-là, parce que j'avais pas non plus, je n'étais pas ancré comme aujourd'hui. C'est-à-dire que on s'habitue au cyberharcèlement et à la diffamation. On c'est comme ça. Et donc, en fait, on a réussi à faire croire que je faisais payer des baptêmes et que j'avais tué mon chien. T'imagines l'ignominie totale. D'ailleurs, j'ai fait condamner des personnes, deux personnes par la justice à cette époque-là aussi, parce qu'ils allaient tellement loin. J'ai monté un dossier juridique et mon avocate s'appelait Isabelle Coutempère, pour ceux qui s'intéressent. Donc c'est une très grosse avocate très importante en France. Quoi qu'il en soit, tu vois, ça, moi j'ai eu affaire à ce genre de vampirisme, par exemple. Quand tu es dans le deuil, que tout est faux et qu'en plus les gens y croient sur les réseaux sociaux, c'est d'une violence incommensurable. Ça peut t'amener au suicide, ces choses-là, vraiment, parce que c'est pas un conflit de voisinage, ça touche des milliers de personnes en fait, et ça touche ta carrière aussi. Et des gens comme ça, et j'étais très étonné. Je parle encore de cette forme de vampirisme, mais après on va en parler d'autres formes de vampirisme. C'est que j'étais étonné, à un moment donné, je voulais écouter l'une de mes musiques, parce que tu sais que je compose de la musique aussi, sur Lumina Morgan Priest, Lumina. Et donc, il y a des musiques aussi là-dessus et des thèmes spirituels en neurothéologie. Et je voulais écouter l'une de mes musiques, donc je vais sur Google et je tape, pardon, sur YouTube, et je tape Morgan Priest clip Sainte Vierge Marie, parce que j'ai fait un clip, une musique sur la Sainte Vierge Marie. Je voulais l'écouter dans ma voiture, puis au moment où je regarde donc je commence à scroller un peu pour trouver ma musique, et là je vois plein de vidéos contre moi assez récentes. Et j'étais étonné, parce que je me suis dit, putain, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine public, et j'ai eu des centaines, si ce n'est pas des milliers de vidéos contre moi. Je te parle pas des haters, hein. Là c'est beaucoup plus, mais je te parle vraiment des milliers. Et je suis étonné, peut-être même, c'est trop d'honneur, parce que ces gens-là devraient accorder beaucoup plus d'importance par exemple, à une autre forme de vampirisme, les réseaux satanistes, les réseaux pédophiles. Pourquoi s'attarder sur ma petite personne à la con, un pauvre con comme moi, qui n'a pas inventé l'eau chaude dans l'absolu? Franchement, je suis pas un intellectuel, je suis pas non plus, voilà, il n'y a pas de quoi sortir de Saint-Cyr. Vraiment, tu vois, je me glorifie pas, hein. Si vraiment on veut combattre des vrais combats, il doit y avoir des personnes un tout petit peu plus importantes et problématiques dans le monde. Pourquoi ces gens-là n'accordent pas plus d'importance à Jacques Lang, à Epstein? Oui, il va s'intéresser à des réseaux satanistes qui se nourrissent du sang des vivants à base d'adrénochrome, de trucs comme ça. Voilà, Donc, exactement. je suis sûr, franchement, je pense pas être très important dans le monde.
Voilà, donc j'étais étonné, je me dis putain, là encore, je vois une vidéo, le titre, je regarde pas évidemment, mais je tombe sur le titre, je le vois bien le titre, Morgan Priest, la personne la plus folle d'Internet. Mais ces gens-là doivent connaître, ouais, en termes de folie, il doit y avoir un tout petit peu plus fou Ah, aussi. il y en a d'autres, je te confirme, il y en a d'autres. Vraiment. Et surtout que j'ai rien de, objectivement, j'ai rien de fou parce que je fume pas, je bois pas, j'ai pas de problème avec la justice. Moi, je suis professeur de karaté dans mon quotidien. Je travaille dans l'audiovisuel. J'aborde, voilà, j'ai une vie de sportif. Je donne des conseils en nutrition. Basketteur. Là, je suis dans le basket. J'ai vraiment une vraie vie de sportif. Je suis dans, vraiment, je, plus 5 mois objectivement. Il y en a, mais je veux dire, voilà, je suis quand même pas mal. Tu donnes une image saine, en tout cas, à la jeunesse, puisque forcément, comme tu es professeur aussi. Tu m'entendras jamais parler de discours haineux ou d'appel à l'insurrection. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je suis très spirituel, je m'intéresse à la psychologie, à la politique. Alors oui, comme je suis un électeur du RN et que je le dis frontalement, carrément, tu vois, donc, eh ben, automatiquement, j'ai les gens de gauche, d'extrême gauche qui me tombent dessus en me faisant croire que je suis facho, je suis nazi, je suis raciste. Enfin, mais des ignominies sans nom, parce qu'en plus, c'est vraiment des vraies insultes. De dire que je suis fasciste, c'est une véritable insulte. La plupart des fascistes, en fait, sont de gauche, en vérité, mais bon, quoi C'est qu'il en vrai. soit, euh, c'est eux qui ils sont complètement. Mais donc, ils disent n'importe quoi, ils mélangent tout. Et le vampirisme, donc, c'est mon pain quotidien. Et là, je suis étonné de tomber sur autant de vidéos contre moi. Je ne savais pas que je générais autant de colère, autant de haine, autant de souffrance pour, sans le vouloir, comme ça. Et j'aurais même envie de te dire, Morgane, si au moins ça te rapportait encore du pognon, si au moins ça te rapportait encore une vraie gloire, parce que tu le sais très bien, quand bad buzz, good buzz, tu sais, quand on parle de toi en bien, bah, ça te fait un buzz, quand on parle de toi en mal, ça te fait aussi un buzz en général. Mais si au moins ça t'était justement profitable, quoi. Je veux dire, si ça se trouve demain, voilà, si... En fait, ça doit l'être un petit peu, je pense. Ça doit l'être à minima, parce qu'il y a toujours des gens cohérents quand même, il y a toujours des gens intelligents qui, lorsqu'ils voient quelqu'un te chier dessus comme ça gratuitement et puis c'est bourré de sophisme, hein, c'est que du sophisme, c'est des éléments de vérité tellement tordus que ça devient du mensonge. Et bien en fait, il y a des gens curieux quand même qui viennent voir. Et je le vois parce qu'il y a des gens qui me disent, bah, je t'ai découvert avec tel haters, telle vidéo, telle chose, tel machin contre toi. Et en fait, ça n'a rien à voir. Tu n'es pas. Donc, en fait, ça a quand même un impact positif sur moi malgré tout. Ça ne va gargariser uniquement que ceux qui me connaissent pas et voilà. Donc, tu vois, cette forme de vampirisme, j'en parle hein, du cyberharcèlement et de tout ça dans le livre. Mais, euh, mais bien sûr, le vampirisme, c'est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, si tu veux, on peut faire une transition avec le vampire de Highgate, Magnifique, un autre qui livre. est une histoire vraie, hein. Et j'ai découvert cette histoire du vampire de Highgate je crois que c'était en 1993. J'avais 13 ans. Donc, tu vois, et j'étais fasciné par ce récit. Et j'avais beaucoup écouté Sean Manchester et David Farrent. En fait, c'était dans l'émission Mystère de TF1. Oui, Sean Manchester. magnifique. Ouais, et je trouvais l'épisode génial. C'était hyper bien fait, je trouve, pour l'époque, et l'ambiance, tout ça. Et Sean Manchester, qui est un prêtre de l'église du Sacré-Cœur, qui est une contre-église, avec une dimension sectaire qui est tout à fait divisée de l'église catholique traditionnelle, et qui donc se présente comme un prêtre exorciste, chasseur d'entités démoniaques, de vampires, de succubes, d'incubes, de tout ce que tu veux et notamment chasseur de vampires. Alors lui explique dans son narratif que, eh bien, il est bien question dans le vampire dans ce récit-là, dans l'épopée de Highgate, qu'un vampire sortait de son tombeau la nuit pour sucer le sang de ses victimes humaines et aussi animales. Donc il pousse le bouchon assez loin parce que là, il parle vraiment d'un récit, voilà, mythologique, cinématographique, mais il a un tel ascendant, une telle éloquence, une telle façon de s'exprimer et son statut de prêtre avec son chapeau, avec tout ce qui va avec, fait que tu te dis, putain, si ça se trouve, il dirait la vérité. Et puis, donc son narratif est à peu près celui-ci. Et en même temps,
Donc, il a étudié des personnes qui avaient été soi-disant victimes du vampire. On a Elisabeth, Lucia et d'autres qui portaient même des traces de crocs au niveau du cou. Tu vois, donc c'est très folklorique dans son approche. Hein. Et on avait un autre récit d'un de ses concurrents directs qui s'appelle David Farrent, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est décédé en 2019, mais je l'ai rencontré bien avant. Et on a même fait son interview. D'ailleurs, David Farrell, donc un anglais bien anglophone avec le bel accent anglais, parce que j'ai passé pas mal de temps en Angleterre et notamment aussi à Highgate. J'ai fait pas mal de petites vidéos d'ailleurs sur le cimetière de Highgate. Donc j'ai vraiment étudié mon sujet, tu vois. Et généralement, ceux qui me connaissent bien, quand je parle d'un sujet, c'est parce que je l'ai épluché, je l'ai passé au peigne fin. Je m'aventure pas sur des sujets que je maîtrise pas dans l'absolu. Et le récit de David Farrent est très différent. Il parle d'un vampire, mais plutôt qui ressemblerait à ça. En fait, une ombre noire avec, avec des yeux rouges, grande, d'environ 2,50 m. Et lorsqu'il l'a vu au niveau du cimetière, c'était alors cette histoire-là date de 1969 jusqu'à 1975. Donc, tu vois, il y a une fourchette d'environ 6 années. Et il explique qu'il s'était senti absorbé, vidé de sa substance face à cette créature, cette entité spirituelle. Et il avait du coup dû émettre certaines prières pour se dégager de cette entité-là. Je ne sais pas si c'est vrai. Et quoi qu'il en soit, ça reste quelqu'un de plus abordable et plus cohérent dans son narratif, malgré tout. Parce que le coup du vampire qui sort de son tombeau la nuit pour se nourrir du sang des vivants, avec l'ail et les crucifix et le pieu, etc. Parce qu'il est bien question de ce genre de protocole dans le narratif de Sean Manchester. On voit bien qu'on nage en plein cinéma. Mais, donc voilà, donc les deux versions se battent et les médias ont monté ça en épingle énormément, à tel point que ça a fait venir les médias du monde entier. Même la BBC était là, les médias américains faisaient le trajet jusqu'en Angleterre pour relever ces histoires-là. Et donc il y a eu des centaines d'articles, en fait, partout, ça vraiment incroyable. Et du coup, ça a tellement fait peur aux gens qu'il se mettait à la chasse aux vampires, mais à l'ancienne, avec le pieu, le maillet, les gousses d'ail, l'eau bénite, le sel et tout le bordel, la Bible et tout ça. Tu vois, ils savaient tout. Parce qu'en fait, c'était une époque assez superstitieuse aussi. Et le narratif de Sean Manchester avait fait flipper tout le monde. Et objectivement, il était beaucoup plus vendeur que celui de David Farrent. Quand tu parles d'un mort qui sort de son tombeau la nuit, ça attire du monde. Ça attire On d'ailleurs, va dire ça le attire putaclic à encore. l'époque, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, à cause aussi, en plus des médias, ça a fait venir des gens du monde entier et à un tel point même qu'une nuit, c'était un vendredi 13 d'ailleurs, il y avait des centaines de personnes qui passaient par-dessus le mur du cimetière et la gendarmerie était submergée, ils ne pouvaient même pas les arrêter. Donc, ils commençaient à arriver, saccager les tombes et faire tout un tas de trucs débiles. Et donc, cette histoire-là a été montée en épingle. Alors là, je te paraphrase, il y a beaucoup de choses quand même à savoir. C'est pour ça qu'il faut lire le livre Le Vampire de Highgate, parce que je reprends plein de coupures de presse de l'époque, je reprends plein d'interviews de Sean Manchester, de David Farrent, je reprends vraiment plein d'archives. C'est un vrai travail journalistique personnel pour en arriver au final à comprendre la chronologie, à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre les positions de tout à chacun, mais aussi à comprendre que finalement, dans cette histoire-là, eh bien, il y a bien une histoire de vampire, mais pas d'un vampire qui sort de tombe et pas forcément d'une entité qui mesure 2,50 m, même si c'est possible. Hein, je ne nie pas, par contre, ce sujet-là. Tout ce que je nie, c'est la version de Sean Manchester, mais je nie pas celle de David Farrent. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien une question de vampirisme là-dedans. Premièrement, Sean Manchester est le premier vampire de cette histoire parce qu'il a attiré, absorbé, pris l'attention de tout un tas de sujets, de tout un tas de personnes, dont les médias. Donc, en racontant tout un tas de conneries, je pense que c'est un artiste raté qui aurait voulu avoir une vie artistique parce qu'il fait de la peinture, il fait de la littérature, donc je pense qu'il n'a jamais eu l'audience auquel il aurait aspiré. Il a fait pas mal de plateaux TV grâce au sujet du vampire de Highgate, justement.
Et je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui aurait adoré être artiste reconnu. Et en fait, du coup, il a monté cette histoire-là et il la tient encore aujourd'hui hein, pour justement asseoir une forme d'intérêt, de notoriété, tout ça, tu vois. Mais donc, il a su attirer, à vampiriser une bonne partie du monde et aujourd'hui, ça fait encore parler. Et le deuxième vampire, peut-être que ça pourrait être David Farrent, qui, même si son récit est vrai, là on ne peut pas le savoir dans l'absolu, il avait quand même des positions très cohérentes. Il expliquait sur son site, davidfarrent.com, je crois, que il ne croit pas aux vampires comme Sean Manchester ou comme ceux de la mythologie. Il croit plutôt en des puissances énergétiques, des égrégores, des choses comme ça, ce qui me semble beaucoup plus cohérent. Et il croyait aussi à la puissance du psyché. Et ça, ça fait partie de mes thèmes en neurothéologie, puisqu'on aborde beaucoup le sujet de la parapsychologie en neurothéologie. C'est en fait la puissance du psyché et de ses facultés extrasensorielles qui ne sont pas des dons, mais des capacités innées à tout un chacun qui sont plus ou moins développées selon les sujets. Donc c'est un, c'est un. Donc en fait, mais en tout cas, il a joué le jeu avec Sean Manchester. Il avait même dans les médias parlé de faire un combat de sorciers. Ils les appelaient des sorciers pour faire un combat à un moment donné entre eux avec de la magie, des trucs comme ça. Et enfin, c'était du n'importe quoi. Mais en tout cas, il a joué le jeu et il a fait aussi tout un tas de conneries parce que il s'est donné à des cérémonies Wiccan, des cérémonies lucifériennes dans les caveaux, avec des cérémonies vraiment où les femmes étaient à poil, où il y avait des cérémonies sanguines, des trucs comme ça. Donc, il avait quand même un côté relativement sombre, même si c'était une très gentille personne. Hein, vraiment, moi, il m'a accueilli super bien. J'ai été chez lui, on a bouffé ensemble, tout ça. C'était vraiment très gentil, une très bonne personne sur le plan humain comme ça. Mais ce qui n'empêche pas qu'il puisse avoir un côté plus sombre, plus dark. Je ne sais pas s'il a fait il dit que non, mais je ne sais pas s'il a fait de sacrifice humain ou animal. J'ose espérer que non. Mais en tout cas, en tout cas, moi, dans ma rencontre avec lui, c'était pas du tout, c'était quelqu'un de très doux, très gentil. Mais bien sûr, ça peut être qu'une apparence. En tout cas, euh, il a quand même attiré l'attention aussi. Il jouait le jeu. Il s'est retrouvé en tôle, hein, justement pour ces cérémonies-là. Il a passé pas mal de temps également. Et forcément, quoi, on fait pas des trucs occultes dans ces trucs. D'ailleurs, on fait pas de trucs occultes de satanistes tout court, mais je veux dire, en plus dans les cimetières, tout ça, voilà, c'est une forme de blasphème. Donc, de toute façon, au nord du blasphème religieux, moralement, ça ne se fait pas. Et en fait, donc il a quand même vampirisé l'attention du monde aussi, David Farrett, malgré tout. Il en a joué. Mais, et le troisième vampire, qui n'est pas des moindres, et c'est celui auquel on a énormément à faire aujourd'hui, c'est les médias de masse. Car en fait, ils sont les pires vampires de l'histoire de Highgate. Ils ont attiré l'attention de tout le monde, ils ont monté en épingle et raconté encore plus de conneries que le nombre de conneries, notamment de Sean Manchester. Et finalement, ça a généré de gros problèmes au point de faire venir des gens et créer des peurs paniques. Les gens avaient peur, véritablement, ils ne passaient plus par le cimetière parce qu'avant, il n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut payer pour avoir accès à une certaine zone du cimetière, une autre est plus libre. Mais avant, on pouvait passer par là et c'est des beaux cimetières, tu sais, victoriens, avec c'est incroyable. Et, euh, et je comprends pas pourquoi on ne fasse pas plus de cimetières de ce genre-là, parce que c'est vraiment beau, une dimension gothique, tout ça, très poétique. Enfin voilà, tu vois, là, j'ai paraphrasé tout, mais pour en savoir encore plus, vraiment, le vampire de Highgate, c'est incroyable. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquer sur le bouton Boost et encore une fois en dessous afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. En tout cas, il y a vraiment un tas de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir dans ce que tu dis. Super intéressante parce que, voilà, là j'en sais un peu plus sur David Farrent. D'ailleurs, c'est marrant, mais
en off, j'ai appelé Morgan David. Donc ça, je le savais pas, hein. J'ai pas fait Ouais. exprès. C'est vrai. T'as vu, il y avait David qui était parmi nous. Et Euh, je pense que tu as fait un transfert avec une émission que j'ai réalisée. Tiens, je vais en parler maintenant en vitesse parce que j'ai pas mal de vampires. Après, je te laisse parler. C'est que j'ai fait une série en 2017 et j'ai fait retourner 7 épisodes l'année dernière d'une émission que j'ai appelée Paranormal Urbex. Pour l'info, cette émission-là, elle est sur ma chaîne de cinéma. Donc, si elle est sur une chaîne de cinéma, c'est que c'est du cinéma. C'est que c'est pas du documentaire, c'est du cinéma. C'est pas du documentaire, c'est du. Je fais exprès de le répéter pour les cons qui comprennent pas ce que je dis à chaque fois parce qu'il y en a toujours. Et c'est bien écrit en dessous d'ailleurs. Ceci est une docu-fiction. Donc, il y a une approche de type documentaire parce que c'est tourné en caméra embarquée. C'est vrai qu'on va dans des zones type urbex, on découvre des lieux, tout ça. Donc, il y a la dimension effectivement documentaire. Il y a eu quelques petits phénomènes d'ailleurs, tout à fait authentiques, soyez en passant, mais ça reste une fiction. Et c'est écrit, et c'est logique même d'ailleurs. Comme par hasard, à chaque fois qu'on va sur un lieu, il se passe des trucs de ouf. Non, il faut être cohérent. Donc les gens, comme ils ne me connaissent pas, du coup, ils me collent une étiquette de faker, sauf qu'en fait, c'est pas du fake. C'est comme si tu voulais débunker SOS Fantôme ou Retour vers le futur ou Gremlins. Tu vois, faut vraiment être con. Tu vois, c'est qu'en fait, comme ces gens ne me connaissent pas et ne font pas un vrai travail d'analyse et de cohérence, et ben en fait, ils me disent que c'est du fake, alors que ça n'a jamais été du fake. C'est vraiment bien stipulé. Et là, ça m'a valu plein de débunkers. Les mecs, ils ont débunké Paranormal Urbex tellement ils sont bêtes. Et voilà, tu vois, encore une fois, des vampires. Ben c'est bien parce que quelque part, moi ça me rassure dans ce que tu dis. Je me dis que ben, ces gens ont même pas 2 neurones d'une pieuvre en fait. C'est pire qu'une amibe en fait. Voilà, ce sont des gens qui n'ont même vraiment pas aucun niveau. Voire ce sont peut-être des PO, hein, si tu connais les portails organiques, des PNJ aussi. Peut-être des Ah gens ouais. qui n'ont absolument aucune âme, hein. Alors bon, je sais pas si voilà, si on peut être même ici sans âme, mais apparemment oui. Donc moi ça me rassure. Je me dis bon ben ouais, faut même pas en parler en fait. Quelque part voilà, là tu le dis parce que tu avais envie, ça te porte sur le cœur. Mais quelque part c'est des gens voilà, sont tellement vides que ça ne correspond même pas hein, énergétiquement. J'en profite pour 2 raisons, parce que tu connais le sujet, mais aussi parce que je suis très rarement invité dans les interviews parce que je dérange trop. Ah, mais moi, tu reviens quand tu veux, hein. Merci. Bah écoute, Merci franchement. beaucoup. Non, donc il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais avec David Farren notamment. Il y a notamment aussi, voilà, le fait que tu le sais sûrement, hein, tu connais ce terme d'ailleurs, vu que tu es en paranormal, les égrégores. Le fait d'en avoir parlé comme ça autant, je pense que ça a pu créer une égrégore et comme peut-être comme dans le film Ghostbusters premier du nom, créer même d'ailleurs l'entité. Puisque forcément, si on en parle, on finit par créer dans cette réalité. Puisque nous sommes tous co-créateurs, soi-disant, ici, dans cette dimension, eh ben, je pense que le fait d'en parler comme ça, et de le répéter dans les médias, dans les merdias, c'est comme on veut, autant d'années, autant de fois, et encore maintenant en 2026, notamment avec le bouquin, mais aussi dans d'autres médias sûrement, je pense que le fait de répéter les choses finissent par créer Oui. ces entités, entités qui au demeurant existent déjà. Et je pense que si le bonhomme a eu des accointances avec le satanisme, il a certainement dû rencontrer plus d'une fois ce genre d'entités qui, pourquoi pas, sans être un Dracula de cinéma, ne sont finalement que des entités qui effectivement sucent l'énergie. Et peut-être que tu connais, bah oui, Alors, oui, oui, en l'adrénochrome, le neurothéorie. louche, l'énergie justement humaine et l'énergie de peur et de colère. Alors, de là à penser qu'une énergie puisse créer une créature, donc une entité, euh, alors je ne vais pas jusque-là pour ma part, mais c'est vrai qu'en neurothéologie, c'est l'un des sujets, enfin, c'est l'un des sujets parmi lesquels c'est nos pensées génèrent effectivement la prière génère un égrégore. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense génère un égrégore, une charge électromagnétique, énergétique qui a une action attractive, répulsive, une action positive, négative sur l'environnement. On est dans de la physique quantique. Hein, c'est vraiment, sont des. Alors, je pourrais raconter beaucoup d'histoires à ce sujet-là aussi, et ça peut devenir une forme de vampirisme. Je me rappelle avant, aussi c'est une histoire qui est une forme de vampirisme aussi.
mais je n'y avais pas prêté plus d'attention que ça à cette époque-là, n'ayant pas la connaissance, la petite connaissance de rien du tout que j'ai aujourd'hui. C'est que en fait, un jour, j'avais eu un problème avec mon beau-père et et vraiment ça allait pas du tout. Et je m'étais reclus en pleine campagne, je prenais mon chien et je jurais contre lui tous les maux du monde. Je lui souhaitais tout le mal du monde, Ah tu oui, vois. je vois. Ok. J'avais une colère, une haine énorme. Alors, j'expulsais tout ça oralement avec tout ce que ça peut comporter. Je te fais pas un dessin. Mais j'étais tellement triste, il m'avait tellement énervé. Et donc, face à cette injustice, ça m'a amené à faire cette chose-là. Et là, mon ex, ma copine de cette époque-là, me contacte, m'appelle et me dit, c'est bizarre, mon père est tétanisé, là, il fait une crise de panique, tu vois. Et ça lui paraissait bizarre parce que ça lui arrivait jamais. Et elle avait peur de ce qui lui arrivait. En fait, il était en panique. En fait, il tremblait. Il n'était pas bien du tout, du tout, du tout. Et moi, dans ma tête, à cette époque-là, je me disais bien fait pour sa gueule. Et voilà. Mais je n'avais pas fait le lien avec la puissance émanante de ma personne. Tellement elle était intense, tellement je le voulais, mais tellement, tellement, c'était tellement intense C'est qu'il est ça. probable que ce soit moi qui ai généré ce mal-être profond, soudain, chez cette personne-là. Et c'est ça, la magie, c'est l'âme qui agit, les états d'âme, c'est ce qu'on ressent profondément. Tu sais, il y a une étude, là aussi j'ai appris ça en neurothéologie, une étude, c'était du côté de, c'était du côté, c'était aux États-Unis, c'était pas Philadelphie, c'est une zone dans laquelle il y a énormément de délinquance. J'ai oublié le nom, mais peu importe. En tout cas, ils ont voulu faire un test. Ils ont pris des gens de toute confession. Chrétiens, musulmans, juifs, athées, bouddhistes, hindouistes, shintoïstes, tout ce que tu veux. Les athées vont émettre juste des bonnes pensées, évidemment, puisqu'ils n'ont pas de dimension de transcendance, ils n'ont pas donc, mais ils peuvent quand même émettre des bonnes pensées. Et c'est surtout ça qui compte. Et donc, ils ont prié pour la ville de Washington. Je crois que c'était Washington, il me semble. Ils ont prié pour la ville de Washington pour la paix à Washington. Et ils se sont aperçus au bout de 3-4 mois que le taux de délinquance avait baissé de 30%. Ah ouais, d'accord. Hyper intéressant. Parce que, mais il y a plein de tests comme ça, scientifiques, en neurosciences, en parapsychologie. On s'est aperçu, par exemple, que là, on reste dans le cadre quelque part du vampire, en fait. C'est quand on est Bien sur un sûr. truc énergétique. C'est que on s'aperçoit que la majorité du temps, des zones dites hantées, des phénomènes de hantise, des phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire esprits frappeurs, de choses comme ça, et bien la plupart du temps ne sont pas liés à des fantômes, à des esprits, des entités. C'est lié à des sujets, à des personnes qui ne vont pas bien, ou ils sont victimes d'un deuil qu'ils encaissent mal, ou d'une période d'adolescence trouble, douloureuse, compliquée. Il y a souvent ça avec les enfants. On s'aperçoit que, eh bien, quand certaines personnes sont là, les phénomènes existent. Quand les personnes en question, certaines personnes ne sont pas là, les phénomènes s'arrêtent. C'est-à-dire là, très souvent la présence de certaines personnes. Tout ne s'explique pas comme ça, parce que ça va plus loin, mais c'est très récurrent. C'est Comme tu le que, sais, que je coupe la parole, pardon, oui, tu sais, dans certaines maisons hantées, il y a eu plusieurs cas. C'est souvent avec les enfants, hein. Dès qu'il y a un enfant, c'est toujours l'enfant oui, qui est un oui, poltergeist. Et dès que l'enfant est plus là, hop, c'est terminé. au même titre, au même titre qu'il existe quelques cas, c'est rare, mais ça existe, donc il faut quand même un petit peu en parler, de personnes, d'enfants surtout, qui parlent de leur vie antérieure. Tu vois, ils disent, ouais, je sais ce qu'il y avait là, là il y avait un chien, et là il y avait telle personne, il était comme ci, il était comme ça. En fait, en vérité, il ne parle pas de sa vie antérieure ou de je ne sais quoi. En fait, ce qu'il reçoit, c'est les ondes du passé, c'est les ondes qui restent cristallisées dans les objets, dans les murs, dans l'environnement. Il y a des pierres qui retiennent mieux la charge de l'information aussi, comme le quartz et d'autres. Et en fait, les informations qu'ils reçoivent, c'est pas lié à des vies antérieures ou à leur vie, même si parfois ça existe aussi. Ils peuvent mettre, c'est un phénomène de xénolalie, c'est un phénomène de parler en langue où ils peuvent se mettre à émettre des mots, voire parler très bien dans une autre langue. Là, pareil, Qui ne connaissent pas, voilà, c'est ça. ce sont des ondes, ce sont purement des ondes, des dimensions, il y a une dimension énergétique là-dedans, et ce n'est pas lié à une vie antérieure non plus, en fait. Tu vois, donc ça va très très loin, le principe énergétique,
Et c'est pour cette raison qu'on fait aussi des cercles de prière dans les églises aussi, ou en tout cas même dans les différentes religions. C'est pour augmenter le champ vibratoire qui a une action. Parce que on imagine, il faut être cohérent aussi quand même à un moment donné, il ne faut pas être fanatique, obscurantiste. Moi, quand j'entends des cathos, je suis catholique, hein, mais dissident, hein, tu le sais, catholique C'est marginal, ça que j'aime puisque bien d'ailleurs, parce que voilà. ils ne connaissent pas du tout, la neurothéologie. J'ai discuté Non. avec des prêtres, hein, j'ai eu des débats, ils ne connaissent pas du tout ces thèmes-là, et c'est un tort. J'espère que l'Église tendra un peu plus vers ces sujets-là, parce que ce sont des clés de compréhension plus cohérentes des évangiles. Ils veulent Quoi pas, je qu'il en pense. soit, quoi qu'il en soit, par exemple, imagine, au moment où on parle, je dis n'importe quoi, au moment où on parle, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 10 millions de personnes qui prient la Sainte Vierge dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de cultes à la Sainte Vierge, hein, et c'est très bien. Mais on imagine que la Sainte Vierge serait à 10 millions d'endroits en même temps, en train d'écouter tout le monde comme ça, et tu as tous les gens qui rabâchent le Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et, ben, et puis, il répète avec le chapelet, et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et puis, épater la semaine, il y en a qui font ça pendant des heures et des heures. C'est vrai. Et donc, la Sainte Vierge Marie serait en multilocation, c'est-à-dire à plein d'endroits en même temps. Pourquoi pas, mais je veux dire, elle serait en multilocation à écouter chaque personne individuellement rabâcher cette prière ou une autre. C'est incohérent. En fait, ce qui se passe, c'est que la Sainte Vierge existe réellement. Pour moi, elle est vraiment la mère de Dieu fait homme, Jésus-Christ. Hein. Donc, je suis tout à fait chrétien, mais je ne crois pas en cette approche de la prière. En fait, ce que ces gens-là font, c'est qu'ils se connectent à un champ vibratoire, à un égrégore, à l'énergie de la Sainte Vierge, et qui est bien vivante. Hein. C'est pas une vraie créature. Hein. Attention, c'est pas juste un truc New Age ou je sais pas quoi. Hein. Je parle pas de Gaïa. Je parle vraiment d'une vraie entité. Mais il se connecte à son énergie et son énergie haute en vibration et puissante. Et en fait, elle a un champ vibratoire très positif. Je ne crois pas en la prière telle qu'elle est inculquée frontalement par la dogmatique de base, par l'Église Voilà. de base. Pour moi, c'est plus subtil et c'est plus voilà. Oui, moi pareil, c'est pareil. Je veux dire, je me dis toujours, et c'est pour ça, bon, moi je parle pas souvent de religion, tu le sais bien sur cette chaîne, mais quand il faut, et voilà, c'est chouette aussi. Je suis ouvert aussi à ça, il faut pas déconner. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la prière peut venir du cœur, peut venir éventuellement de ton mental, surtout du cœur, et elle doit pas être forcément quelque chose qui doit être répété comme on nous l'a inscrit sur un bout de papier. Là, c'est très vulgaire ce que je dis, mais enfin voilà, on a compris. C'est la prière, elle vient simplement de l'intention avec laquelle tu vas vouloir les mettre. Tu peux, voilà, très bien ne jamais avoir appris tout ça. Si tu as une prière à faire, si tu as un souhait à faire, si tu as éventuellement, voilà, un vœu à faire pour quelqu'un, même pour qu'une guérison, hein, à contrario d'imaginer quelque chose de mal, et effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est une forme de magie noire aussi, quelque part, hein, de vouloir le mal à quelqu'un, même par la pensée, ça fonctionne malheureusement. Il faut pas prendre des poupées vaudou pour ça. Ça dépend de l'intensité de Et de l'énergie. l'intensité, de la vibration avec laquelle vous allez Oui, oui. les mettre, voilà, c'est ça qui compte. Je veux dire, c'est pas. Par exemple, Jésus dit dans les évangiles, dans l'évangile de Saint Marc, il dit croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Pas croyez que vous allez le recevoir, parce que le champ vibratoire vibre le manque. C'est plus du tout le même temps. Croyez que vous l'avez reçu, alors c'est déjà fait. Et donc, c'est hameçonné dans le futur, qui n'existe pas vraiment d'ailleurs dans l'absolu. Ça y est, c'est là. Et c'est acquis, et ça arrivera tôt ou tard d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'utilise beaucoup ces choses-là dans mon quotidien, avec toutes les limites que je peux avoir, parce que je peux avoir mon incrédulité, mes limites, mais en travaillant dessus, sur ces thèmes-là, sur ces sujets-là, on s'aperçoit que c'est pas juste théorique, ça existe vraiment. D'ailleurs, les églises sont créées toujours sur des zones extrêmement telluriques, où il y a un champ vibratoire très élevé. Et même les vitraux aussi, à l'époque, ils n'étaient pas faits n'importe comment. Les C'était couleurs. pour augmenter le champ vibratoire. Le son des orgues aussi. C'était pas n'importe quoi. Il y a une connaissance qui existe, qui est tout à fait identifiée, connue par un certain nombre. C'est pas de l'occultisme au sens satanisme, mais c'est même pas que c'est caché, parce que occultisme, ça veut dire ce qui est caché. C'est même pas caché, c'est présent. L'information est là, comme tant d'autres sujets d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'information pour ceux qui ne cherchent pas.
C'est juste ça, en fait. Il faut s'instruire, il faut chercher, il faut se documenter. Et on s'aperçoit que oui, ces choses-là sont quand même vachement documentées. Et d'ailleurs, du côté de Tartaria, pour les personnes qui s'intéressent à Tartaria, j'adore cette thématique. Ça, je conseille à tout le monde, hein, et même à toi, si tu veux, Morgane. À l'occasion, on va un petit peu voir du côté de Tartaria. C'est très, très, très étonnant. Et il y a effectivement beaucoup de théories et pas de théories dans le sens qu'ils ont même changé. Tu sais, ils ont changé à un moment donné les cloches. Les cloches guérissaient à l'époque. L'église était un lieu à l'époque de guérison, tout comme Hospitalier, voilà, hospitalier, tout comme hôpital. tout comme le lieu où ils ont construit la plupart malheureusement des églises qui étaient un lieu druidique à la base. Et comme tu sais, voilà, ils l'ont pas fait pour rien, pas au hasard. Mais donc ils auraient remplacé les cloches par des cloches qui n'émettent plus rien du tout. Si vous dites à cette montagne de se, si vous dites à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Si vous dites à cette tempête de s'arrêter, elle s'arrêtera, dit Jésus. Et il y a plein d'occurrences comme ça théologiques. C'est pas moi qui l'invente. C'est juste une lecture beaucoup plus cohérente, stable, que de répéter bêtement le credo. J'ai envie de dire. Évidemment, faut quand même s'instruire. Le, sur- Absolument. Parmi, au-delà donc de tous ces sujets-là, donc énergétiques, qui sont positifs ou négatifs, bien sûr, on pourrait parler de Anne Rice, on pourrait parler de Bram Stoker, on pourrait parler de Vlad Tepes, l'Empaleur, on pourrait parler de Elisabeth Báthory, mais il y a un personnage qui m'avait assez marqué, c'est plutôt contemporain hein, d'ailleurs, là aussi, c'est le personnage de Rod Ferrell. Est-ce que tu connais Rod Ferrell? Non, oui, mais je pourrais plus te dire de nom, ça me dit quelque chose. R-O-D, plus loin, F-E, 2-R, E, 2-L. Vérifiez. On l'appelle le vampire du Kentucky. Et en fait, Oui, 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 ok, ça me voilà, revient. il avait des cheveux longs, teint en noir, il s'habillait très, très dark, et il avait une belle gueule, tout ça, il était intéressant physiquement, il se mettait en scène, tout ça, et il appartenait à un petit clan dans le Kentucky, vampirique, où ils se taillaient les veines entre eux, et ils s'abreuvaient de leur sang les uns les autres, en pensant en retirer une énergie quelconque. Et donc, il s'adonnait à ce genre de rituel. Et Rod Ferrell voulait monter, je dirais, en hiérarchie, aller pousser tout ça beaucoup plus loin, au point un jour d'emmener une petite partie de son clan en voiture, comme ça, et ils se sont arrêtés pour récupérer l'une de leurs amies, qui s'appelle Lisa Wendorf, et il a carrément tué ses parents, en fait, ce père et mère, à coups de pied de biche. Voilà, ça, fallait qu'il se détende, manifestement, et puis il n'a pas trouvé d'autre option. Complètement dingue. Il s'est retrouvé en prison et il a été le condamné à mort le plus jeune des États-Unis à 17 ans. Vie foutue. Alors moi, j'ai essayé de prendre contact avec lui. Je lui ai envoyé des lettres, plusieurs, parce que je voulais l'interviewer, je voulais même le rencontrer pour pouvoir faire un travail en criminologie, parce que je m'intéresse beaucoup à la criminologie. La vraie question, c'est pas qui sont ces monstres, mais comment ces monstres le sont-ils devenus. Merci. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et comment est-ce qu'ils sont devenus? Ah Comment oui, est-ce oui. qu'ils sont? Ah oui, ça c'est magnifique. Ça c'est. J'ai même tenu un forum sur la criminologie, donc mais ça, voilà, c'est un sujet aussi vaste. Et je parle beaucoup de criminologie, hein, de vampirisme criminel ce que ça existe vraiment, hein, le vampire de Sacramento. Il y a pas un vampire de Russie. Enfin, il y a plein de personnages qui ont des noms bien près. Des actions dans le vampirisme où ils s'abreuvaient du sang de leurs victimes, ils les découpaient et tout ça. Enfin, c'était des trucs assez dark, hein, très dark même. Bref, Rod Ferrell, donc sa peine à mort s'est changée en peine à perpétuité. Et donc, il a maintenant, il est toujours en tôle. Il a bien vieilli. Il y a des photos de lui très récentes, tout ça. Et je regarde de temps en temps si on peut pas avoir des nouvelles de lui. Et donc, je m'étais beaucoup intéressé à son cas parce que voilà où le vampirisme peut amener aussi à détruire tout, et se détruire, tuer et faire tout un tas de trucs comme ça. Et là, on reste dans un petit clan bien précis. Hein, ça reste un petit clan marginal. Bon, les clans, de toute façon, les mouvements sectaires, c'est toujours marginal par définition parce que ça secte, ça veut dire ceux qui divisent. Et là, on arrive à des moments, des choses encore plus dark, plus dures, des réseaux, je ne sais pas si on peut en parler énormément ici, mais des réseaux satanistes avec
Juste, alors là, ça va très très loin. Et en fait, ce qu'ils ont dit au sujet d'Epstein, c'est la pointe immergée de l'iceberg. Ça va beaucoup plus loin. Alors, tous ces vampires du net qui nous cassent les couilles avec des conneries en s'attardant sur nos petites personnes de rien du tout, ils devraient s'attarder sur ces types de vampires, sur ces ordures d'une ignominie sans nom et qui sont protégés et ces choses-là existent. Il suffirait d'écouter. Moi, j'en parle d'adrénochrome, j'en parle de tout ça dans mon livre. Je parle des trucs comme ça. Donc, je le connais. Et je l'ai dénoncé énormément de fois. J'en ai parlé énormément de fois. Parce que moi, contrairement à ces ordures, je m'attaque au bon sujet et aux bonnes cibles. Je ne m'attaque pas à des petits sur le net. Comme ça, j'ai pas ça à foutre. J'ai des combats plus importants. Et donc, là, il s'agit vraiment de sacrifices humains avec des mères porteuses, avec Des fermes à bébés, hein, des fermes à bébés. des familles, oui, des bébés, des adultes qui font, soit ils ont des mères porteuses, donc qui sont voués au sacrifice, les enfants sont voués au sacrifice, soit ils les font venir de pays défavorisés comme l'Afrique, ils les font venir ici, et les sacrifices sont continuels. Et je peux vous dire qu'en France, ça existe, et bien plus pas qu'en France, en Belgique aussi d'ailleurs, Oh oui. c'est très récurrent. C'est pas quelque chose de euh, ultra ponctuel dans l'histoire du monde, à une époque ou un genre ça. Non, non, encore aujourd'hui. Et ça, Toutes les pleines lunes, déjà, Morgane, il y a un sacrifice il y a des fêtes satanistes, il y a des choses comme ça. Et si les gens veulent se renseigner, eh bien, il faut suivre des mecs comme Carl Zero, par exemple, qui en parlent très Ouais, très bien. ouais. Ou, par exemple, l'association Wanted Pedo. C'est pas des cons, c'est pas des gogoles, ils savent très bien de quoi ils parlent aussi, ça a été étudié, je veux pas faire bannir la vidéo, mais ça fait partie du vampirisme. Je veux pas peut-être en dire trop non plus, mais voilà, ces choses-là existent. Donc, il faut combattre le bon combat à un moment donné, les gars. Perdez pas du temps avec des gens comme moi ou comme toi pour Oh nous non. sensibiliser. Allez, allez vers ça. Mais voilà, les rituels sanguins, ça existe réellement et c'est au-delà de toute expression humaine. Tu sais, Morgane, il y a aussi quelque chose qui me conforte, c'est que je me dis qu'en fait, ces pleutres, appelons-les comme ça, hein, ces personnes qui veulent nuire à ta personne, à ton intégrité, etc. Tu sais, enfin, à la tienne ou à tous ceux, ou à celles des gens qui sont, en tout cas sur les réseaux, qui font un bon boulot sur YouTube, etc., qui sont en général peu rémunérés, parce que forcément, c'est pas ça qui fonctionne, on le sait très bien. Nous sommes des sujets de niche, et nous ne sommes absolument pas mis en avant, et on sait pourquoi. Il n'y a pas de problème avec ça, et j'en suis fier. Je me dis une chose, c'est que ces pleutres-là, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'attaquer à ce genre, disons, de niaiserie, plutôt que d'aller du côté vraiment sombre et dark et de la vraie réalité qui nous entoure, parce que je crois qu'ils se pissent dessus, rien qu'à l'idée que ça existe, et je pense que c'est tellement plus facile de critiquer quelqu'un sur le net. Alors effectivement, comme tu dis, hein, moi de toute façon, voilà, on va dire que si tout est quantique, ou si tout est énergie, eh bien, si on ne fait plus attention à ces gens-là, peut-être qu'un jour, ils disparaîtront, Je comme il y en crois a qui peuvent faire apparaître effectivement une Les entité rien. vampires existent depuis la nuit des temps, donc je pense Ouais, pas qu'ils disparaîtraient, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il tient qu'à nous de bien orienter notre énergie, de bien pour justement pour pas faire face à ce genre de bassesse. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de modérateurs. Mais j'en parle comme ça dans cette interview-là, et parce que en fait c'est le sujet du livre. Hein. J'ai écrit sur ce phénomène, sur ces phénomènes-là. Donc voilà, ceux qui veulent combattre les bons combats, en tout cas, évidemment, ils vont nier, ils vont dire un tas de conneries. Mais sinon, pour avancer dans le vampirisme, on ne pourra pas tout faire hein, parce qu'on a un temps. non, non. Mais, Le but, c'est de découvrir tes livres aussi, hein, Morgane. ouais. C'est, par exemple, il existe aux États-Unis des clans de vampires beaucoup plus approchables, bien que ça puisse être des clans mafieux. Ils portent le nom de vampires avec un Y pour les démarquer des vampires du cinéma. Ah, Ouais, oui. Alexandre Courreau a fait un très bon documentaire à ce sujet-là, et il a été aux États-Unis, notamment filmé les Hidden Shadows,
qui est un clan qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Ils se sont dissous d'eux-mêmes. Ils se sont auto-vampirisés. Et en fait, ces gens-là portent des Fangsmiths, des crocs. En fait, ils ont un look vampire. Ils se démarquent de la culture gothique, même si en fait il y a quand même des liens. Parce que même moi, fut une époque, je portais des crocs comme ça. Donc c'est des crocs amovibles que tu peux mettre et qui tiennent parfaitement. Et c'est un prothésiste dentaire qui travaille aux États-Unis et qui a développé tout un business autour de ce type de vampire qui est connu sous le nom de Father Sebastian, avec 2 A, Sébastien. Et en fait, lui, donc, il voyage à travers le monde et il fait des Fangsmiths, des crocs. Alors, j'étais allé à Paris. À l'époque, d'ailleurs, j'habitais pas loin de Paris, donc c'était plus facile pour moi. Et là, maintenant, moi, je vis dans le Morbihan depuis le temps, mais en Bretagne. C'est pas la même ambiance, hein. Voilà, ouais, et donc, j'étais le voir et donc, il m'a fait des crocs sur mesure. Et voilà, donc, c'est vraiment bien fait sur ta mâchoire, tout ça, et tu peux les enlever, et ça tient par un phénomène de succion. Tu vois, tu mets de la salive et clac, tu les tiens, tu peux même manger avec, tu peux vivre avec. Il y en a qui en mettent même plusieurs. C'est hyper esthétique, c'est hyper classe. Et j'aime Ouais, beaucoup. ça gêne pas d'ailleurs pour parler, pour manger, Pas je du pense tout. pas. Ouais, c'est Je ça. le mettais même pour aller à la salle de sport, tout ça. Et les gens me prenaient pour un taré, mais en fait, c'est pas que je suis taré, c'est que je suis excentrique, je suis un artiste. Et donc, je m'ennuie avec les banalités. Et donc, il faut jamais attendre de moi quelque chose de normal. Ça veut pas dire que je suis fou. En fait, pour moi, la folie, c'est la normalité. Et donc, c'est ce qu'on appelle la normalité. C'est faire, suivre le troupeau et pas faire ce qu'on a envie de faire sans Voilà. se soucier éperdument du regard de l'autre. Ça, c'est la folie. Quoi qu'il en soit. Donc, et j'aimerais bien, d'ailleurs, si un jour je le recroise, Father Sébastien, j'aimerais bien en ravoir pour mon quotidien, Pour l'occasion. faire chier le monde. Ouais, voilà. Mais, en tout cas, mais c'est vraiment hyper esthétique. Donc, ces vampires-là existent bien. Alors, certains peuvent opérer des cérémonies sanguines aussi, mais ils ne vont pas aller vers la tuerie des animaux. Ils ont encore moins des humains. Ils sont très précautionneux avec ça. Mais voilà, c'est un peu comme Rod Ferrell. Ils se tailladent un peu entre eux comme ça. Ils boivent leur sang. Ils ont des rituels, des cérémonies où ils croient beaucoup aussi au champ vibratoire, tout ça. Donc, je leur laisse tout ça. Mais en tout cas, ils vivent principalement la nuit. Chez eux, c'est beaucoup dans la pénombre. Ils ont un mode de vie vampirique. Donc, les vampires existent, là encore une fois, sous cette forme-là. Ça existe bien. Évidemment, ils ne sont pas éternels, ils ne se transforment pas en loup ou en chauve-souris ou en brume, etc. Mais les vampires existent quand même sous la forme que je viens d'indiquer. Donc des clans sont toujours présents. Il y en a un petit peu en France, mais très très peu. C'est ultra marginal et on peut en retrouver même quelques-uns dans les soirées gothiques, culture à laquelle j'appartiens depuis que je suis gamin. Même si je n'ai plus un look plus aussi prononcé qu'une époque, je suis toujours dans la culture gothique, soit dit en passant. Parce qu'il y en a qui me disent, mais t'étais gothique avant. Non, je suis toujours dedans, rien n'a changé d'ailleurs. Ce tatouage-là, ça fait des années que je l'aime, c'est un tatouage gothico-celte qui appartient à ma double appartenance culturelle. C'est goth et celte parce que je suis breton normand. Voilà, donc Voilà. Ok. voilà. Et ça symbolise la liberté d'ailleurs, la liberté de faire ce que je veux, de dire ce que je veux et de vivre comme je veux. Et ça fait chier beaucoup de monde. Ah bah Donc merci voilà. pour l'explication, ça c'est super. Moi j'aime bien quand il y a une explication avec les tatouages parce que c'est toujours Ouais, ouais. intéressant. Il y en a Il y qui a me des disent, gens. ah, c'est Mac Tyson. Non, c'est pas le même que Mac Tyson. Déjà, ce n'est pas du tout le même design. En plus, il n'est même pas du même côté. Et en plus, je n'aime pas la boxe. Donc, en fait, les mecs, ils disent, l'appareil dit n'importe quoi. À la limite, si ça devait se rapprocher de quelque chose de culturel, ça serait le jeu vidéo Gears of War, où il y a des escadrons, des personnes qui ont des visages, sur la gueule, des tatouages. À la limite, moi, je suis un grand fan de Gears of War. Je suis pas un gamer, hein, mais alors Gears of War, je suis un grand fan. Il y a le prochain qui sort, le Gears of War E-Day bientôt. J'achète jamais de jeux vidéo, celui-là, je vais l'acheter direct. 70 balles, c'est une somme gastronomique pour moi, mais on va l'acheter quand même parce que j'adore Gears of War. Alors, à la limite, ça pourrait plus se rapprocher de ça, mais c'est même pas en inspiration à ça. En vérité, c'est à ma double appartenance T'as culturelle. une vraie symbolique pour toi personnelle Ah oui, et authentique, voilà, c'est ça. ah Ouais. oui, d'ailleurs, mon premier tatouage, pour la petite anecdote, c'est de dire à quel point l'ufologie n'est pas nouvelle dans ma vie, contrairement à ce que certains croient aussi. C'est un crop circle ici à ma nuque, tu vois. Et je l'ai tatoué quand j'avais 18 ans. C'est mon premier tatouage, tu vois.
parce que je m'intéressais déjà énormément à ce sujet-là. Avec un père comme le mien, Ça, je je crois pouvais que tu pas. dois pas. Il y en a pas beaucoup qui doivent avoir un tatouage comme ça, parce que non, ça c'est vraiment Crop spécial, ça. Circle, alors, on Ah va aller ouais. même plus loin. Regarde, je sais pas si tu le vois, le Crop Circle. Oui, oui, magnifique. Un double. Oh là là. Ok. Voilà. Et en fait, ça, c'est le crop circle, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Ça, je l'ai jamais dit en interview ou en live. C'est dans la culture gothique, tu as un groupe qui s'appelle, alors c'est un nom un peu barbare, c'est Apoptygma Berserk. Apoptygma Berserk. Et à l'époque, ils étaient dans l'électro, le BM, Synthwave, tout ça. Ok, J'adorais, oui. Ouais. j'adorais. Donc, très dansant et très atmosphérique, très, beaucoup d'âme, beaucoup de profondeur, c'était très spirituel. Il a sorti un album qui s'appelle Welcome to Earth. Et si vous tapez Apoptygma Berserk, Welcome to Earth, et plus précisément la musique Eclipse, j'adore cette musique-là. Et en fait, le logo, c'est un crop circle, et je l'ai dessiné pour deux raisons. Par rapport à mon affect si particulier pour la dimension extraterrestre, ufologique, mais aussi parce que ça signait pour moi, quelque part, mon entrée dans la culture gothique. C'était vers 16-17 ans, mais je l'ai fait à 18 ans. Voilà, mon amour pour cette culture-là qui m'a apporté énormément de choses parce que c'est une culture très poétique, très artistique, avec des gens qui aspirent à la liberté et qui ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire, juste ça. Et c'est une culture ultra pacifique. On n'entend jamais des gothiques qui ont agressé une vieille. Tu vois, voilà. Et puis, ce sont des personnes qui accueillent leur côté sombre et qui l'extériorisent et même leur névrose, tout ça, parce que ça peut être issu de névrose, hein, la culture goth aussi, quelque chose que tu exorcises comme ça, mais en fait, on en a tous dans le fond, et on les exorcise de façon tous différente. Mais voilà, c'est une façon de dédramatiser aussi la mort et de la rendre plus abordable, plus moins virulente, tu vois. Et c'est une forme indirectement de méditation sur ce qu'est la mort, finalement, de la culture gothique, parce que ça s'intéresse à la mort, au macabre, aux choses comme ça. C'est une méditation. Et tu retrouveras beaucoup de gothique avec une dimension gnostique, spirituelle, tout ça. Ouais, ouais. C'est très profond, la culture goth. D'ailleurs, je pense à un truc, c'est bon, je crois qu'on a tous cette image en tête, à mon avis, pour ceux et celles qui regardaient ces émissions et qui regardent encore, parce qu'il il le fait. Tu sais, c'est Antoine, hein, c'est J'irai dormir chez vous, que tu connais sûrement. Et il y a le passage en Belgique où il est à Binche, dans la ville de Binche. Alors, c'est pas un épisode que j'aime bien, parce que bon, là, il avait vraiment montré une facette de la Belgique vraiment pourrave, mais enfin bref, c'est comme ça, et voilà. Mais à un moment donné, il va à Binche et effectivement, il y a une fête et il y a des gothiques qui sont sur place. Ça remonte à il y a 15 ans, hein, 20 ans, peut-être même. Oui, oui. J'irai dormir chez vous, c'est une ancienne émission maintenant. Et il y a des gothiques sur place. Et effectivement, il était invité à un moment donné à être dans une soirée gothique. Et bon, je demande. Allez voir, c'est de façon disponible sur sa chaîne à lui, Il faudrait à que Antoine. je regarde si c'est sûr que c'est une soirée gothique. Oui, enfin, C'est pas une teuf ou un truc comme ça. Parce que il y a une c'est teuf. La différent. journée, c'est une teuf qui est organisée par la ville de Binge, mais après, le soir, il est, Ok. J'ai enfin, j'ai déjà été en gothique, en sont soirée dans, goth, ils sont justement. dans Il y a une pas mal de. pièce là, et il y a tous des gothiques, mais c'est vrai ils ont l'air peace and love, quoi. Tu vois, c'est rien à voir avec finalement, Écoute, leur avant, représentation. Voilà. quand j'étais donc vers 18 ans, j'allais en discothèque et il y avait des bastons tout le temps. À part, quand j'ai commencé à mettre les pieds en soirée goth, très, très, très tôt, hein, bah, j'ai jamais vu de baston. Objectivement, et c'est pas pour glorifier, je dis pas que tout le monde est parfait, attention, hein. Ils boivent beaucoup d'alcool, par exemple. Moi, je bois pas d'alcool du tout. Voilà, il y a un esprit parfois de gauche qui me dérange, parce que moi, je suis très patriote, voilà, j'ai mon pays. Eux, ils n'ont pas cette dimension politisée. J'ai une dimension plutôt punkisée, qui a ses bons côtés, hein. D'ailleurs, ça n'a pas que des mauvais côtés, mais un mouvement contestataire du système qui peut être intéressant sur certains points. Donc, tu vois, c'est pas binaire, c'est pas tout noir ou tout blanc, Non, même non, si ça voilà, reste des exactement, gothiques. exactement. Mais, mais voilà, en tout cas, ça, et même dans la cryptozoologie, tu as le vampire, à savoir le chupacabra. Étymologiquement, ça signifie une suceur de chèvre. Je suis sûr de chef, voilà. Et ça, là, pareil, moi, j'ai beaucoup travaillé ce sujet-là à travers les témoins. Parce que là, pareil, c'est comme pour le loup-garou ou le sujet ufologique, les pans, tout ça. La raison l'emporte. Ces gens-là, ils sont des milliers à en témoigner. Il n'y en a pas deux ou trois.
il y a des victimes à ne plus en finir, d'animaux vidés de leur sang. Au bout d'un moment, il y a trop de témoins qui parlent d'un animal, voilà, qui se tient, qui a des capacités à se mettre en bipède, comme ça, sur ses pattes arrière, un petit peu comme un kangourou, avec des petites pattes avant. Ma Dogman. Euh, le dogman, ça, on pourra en parler aussi. C'est Dogman, ça c'est le nom du loup-garou dans le Michigan et dans le Wisconsin. C'est un autre sujet, mais là précisément, c'est les victimes du chupacabra sont littéralement vidées de leur sang. Et donc on voit que ça fait une petite incision, un trou, et, et le sang est aspiré, et c'est les bestioles, les bovins, le bétail, les poules, les canards, tout ça sont vidés véritablement de leur sang. C'est un vrai phénomène, notamment principalement du côté de Porto Rico, enfin, au Mexique. Mais c'est un phénomène qui est plus international quand même, quand on s'y intéresse, et qui a quand même certains, je dirais pas que c'est ultra documenté, mais j'en parle quand même dans le livre là, et je donne pas mal d'informations sur la morphologie, sur la définition exacte des témoins. Parce que là, on parle de gens de toute classe sociale, des gens qui ne se connaissent pas du tout, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, et qui parlent quand même de la même chose. C'est là où ça devient intéressant. La raison l'emporte. Ces gens-là ne peuvent pas tous être des tarés, des menteurs ou des drogués. Ils ont bien vécu quelque chose, tu vois. Et, en tout cas, nous, on a fait une émission un jour sur la momie de Venise avec Charlie Sanson, hein, qui est un ancien ufologue aussi, D'accord. notamment, qui est connu d'ailleurs Jimmy Guilleux, etc. aussi, qui est un vieux de la vieille, qui, je crois, si je ne m'abuse, il vit encore, je pense. Tout ça pour dire, on a fait une super émission et avec notamment, eh bien, la plus que théorie, je dis bien, parce que théorie à un moment donné, c'est bon, qui a eu des vampires notamment à Venise, justement. Parce que cette momie a été justement retrouvée d'une certaine manière. Vous irez voir l'émission, je mettrai le lien bien sûr. Et alors surtout, on en a discuté avec Charlie à l'époque. Allez dans le Pierre, dans le Pierre, allez dans le cimetière de Père-Lachaise, du Père-Lachaise à Paris, et vous allez voir quelques tombes avec des chauves-souris. Visiblement, qui représenterait eh bien une réelle lignée de vampires. Et là, c'est Oui, intéressant. Là, c'est oui. intéressant, parce que c'est juste devant nous, hein. Voilà, il y en a avec des mains, bon, ça c'est autre chose, et puis avec des chauves-souris, donc c'est très intéressant. Et moi, je me dis que tout n'est, voilà, il y a rien qui est du hasard. Et Et ben, j'en parle aussi de la ah chauve-souris, ouais, parce qu'il y a des chauves-souris vampires qui se nourrissent de sang également. C'est pour ça que j'ai appelé le livre d'ailleurs Vampirologie, parce que je parle de toutes les formes de vampirisme. C'est un livre qui se compose en à peu près 300 pages, et, et celui qui en ressort de tout ça en me disant bah, les vampires n'existent pas, c'est quelqu'un qui a lu avec des lunettes kaléidoscope. C'est pas possible. Les vampirismes sont ultra vastes. Donc oui, les chauves-souris, effectivement, tu as raison au sujet du, de ce cimetière-là. Ouais, carrément. Euh, on a aussi, ça aussi je voulais aborder, on ne pourra pas tout aborder, mais je voulais aborder aussi le cas ce qu'on appelle les chasseurs de vampires. Ça existe, les chasseurs de vampires. Là, alors, dans les deux sens du terme, moi, parfois, certains disent, ils m'appellent le chasseur de loup-garou. Je l'accueille, mais je l'accueille au sens journalistique du terme. C'est-à-dire, je n'utilise pas un fusil ou un katana pour aller tuer un loup-garou. Je cherche pas à attraper un loup-garou. Il y en a qui me disent alors tu l'as attrapé le loup-garou. Là, pareil, quand on me dit ça, j'aime pas du tout parce que c'est vraiment me caricaturer. Et le but, c'est pas d'attraper un loup-garou. Ça n'a jamais été le cas. C'est de la photo, c'est de la photo, surtout de la vidéo d'ailleurs. Et on s'attarde énormément sur le nombre de témoignages, de plus en finir. C'est donc une chasse à l'information, au même titre qu'il existe des chasseurs de tornades, ils vont pas s'amuser à essayer de tuer une tornade, ou un chasseur de têtes, ils vont pas tuer des têtes, ou un chasseur d'autographes, il va pas tuer des autographes, enfin bref, il va pas toutes les faire. Tu vois, au bout d'un moment, faut avoir un tout petit peu de vocabulaire et arrêter de caricaturer les gens. Donc, mais quoi qu'il en soit, les chasseurs au sens armement, ça existe. Il y a vraiment des gens, notamment en Roumanie, dans certaines contrées reculées, qui cherchent, et j'en parle dans le livre aussi, qui cherchent véritablement des vampires, qui exhument les corps de tombes, qui mettent des pierres dans leur gueule, des trucs comme ça, des crucifix, de l'ail, des machins comme ça, et parce qu'ils ont des sérieux soupçons qu'ils soient des vampires. Et donc, on a aussi en France, enfin en Occident globalement même, des vampirologues. Il y en a plusieurs assez connus. Je donne une dizaine de noms.
des plus connus. Mais là aussi, c'est intéressant, c'est que on voit que le vampirisme, sous toutes ses formes, et peu importe comment on l'appelle, mais en fait, existe depuis la nuit des temps et a toujours fasciné. Et au point qu'on ait vraiment des gens qui donnent une bonne partie de leur vie au vampirisme, à la vampirologie. On ne devient pas vampirologue comme ça par hasard. Donc, c'est hyper intéressant parce que c'est un sujet qui prend en compte la nature humaine profonde, la psychologie, le principe énergétique de toute chose, De la vie après la l'histoire, mort, etc. Voilà, oui, quelque ouais, part. la vie après la mort, l'histoire, la zoologie, la cryptozoologie, et même on a une plante, et j'en parle aussi dans le livre, c'est une orchidée qui s'appelle alors j'ai oublié le nom, c'est la Dracula vampira. Hein. La Dracula Je vampira, connais la griffe du diable, hein, qui est très connue, mais apparemment, celle-là, non, je la, connais. la plante vampire, la Dracula, on a même des plantes carnivores également, et qui se nourrissent. Il y en a plein aussi. Mais ouais, bon, j'essaie de recentrer un peu mon propos parce que c'est très vaste. Bill Schnebelen. Bill Schnebelen. Schnebelen, den Sting, bam, bam, Ça Sting, bam, rebondit, ça. ah ben ça, on te casse la gueule. Et, ouais, le mec s'appelle Bill Schnebelen. Et en fait, il est assez connu. C'est un pasteur protestant. Ouais, il est pasteur protestant. Et il a fait pas mal de conférences. Il a écrit pas mal de livres. Et en fait, il est passé par l'Église de Satan, par les Mormons, par la maçonnerie, rite Memphis Mizraïm, 99 degrés, le rite dans lequel j'étais moi-même d'ailleurs à l'époque avant ma conversion au christianisme. Et, euh, et en fait, il explique alors, c'est là qu'on arrive dans une dimension totalement fanatique et obscurantiste, c'est que lui, il explique dans son travail qu'on peut se transformer en loup-garou et en vampire. Sauf que j'ai travaillé sur son cas, sur son sujet, évidemment. Et donc, j'en parle dans Vampirologie du père c'est que, en fait, il parle de cérémonies sanguines à base de drogues hallucinogènes, de cocaïne, de trucs sympas, qui changent les idées, de champignons, tout ça. Et en fait, lors de ces cérémonies-là, ils ont la possibilité de choisir entre d'avoir des capacités et même de se transformer en lycanthrope, c'est-à-dire en loup-garou, hein, donc l'homme qui se transforme en loup-garou, ou se transformer en vampire, avec toutes les qualités, mais aussi tous les problèmes que ça peut avoir. Et il explique ça hein, dans ses conférences, dans ses livres, que c'est possible. Donc Ah, mais j'y crois aussi, moi. j'ai regardé, je me suis vraiment instruit par rapport à sa biographie. Et en fait, quand tu t'y intéresses, ça se démystifie, tout est démystifié de lui-même parce qu'en fait, il parle de substances hallucinogènes, de substances de drogue. Quand tu es dans une cérémonie avec de la musique qui est créée un Ah conditionnement oui, psychique, oui. quand tu as dans une atmosphère propice à ça, avec des tambours, avec tout un tas de rituels, avec des objets, déjà là, ton psyché, il est totalement conditionné. Euh, Clairement, clairement. et C'est une quand programmation aussi. c'est la cerise sur le cajot, tu prends des substances hallucinogènes, évidemment, tu te transformes en loup-garou, en vampire ou en éléphant rose. Évidemment, tu peux même te transformer en pape, Jean-Paul II. Qu'est-ce que tu veux? Il y a plus de règles, tu vois. Alors forcément, les gens, ça crée des problèmes neurologiques à force de faire des conneries comme ça et ça crée un conditionnement hypnotique hyper intense. Donc, tu te mets à développer des caractéristiques sanguinaires. Où il expliquait qu'il avait choisi la transformation en vampire parce que la transformation en loup-garou ferait mal. Mais en fait, donc, il devenait vampire. Et il sortait principalement la nuit, il commençait à avoir envie de boire du sang et même d'avoir des délires pédophiles, des choses comme ça. C'est juste qu'en fait, psychiquement, il est en train de dérailler à cause de ces cérémonies plus hypnotiques qu'autre chose, tu vois. Il n'y a jamais eu de transformation dans l'absolu. Mais j'étaye tout ça après, véritablement. Avec toute la bonne volonté du monde, un homme ne peut pas se transformer. Et d'ailleurs, j'étayerai mon propos avec un autre sujet d'un personnage, j'en parle pas dans le livre, mais ça m'y fait penser, un personnage qui s'appelle Braco, B-R-A-C-O.
Et il fait le tour du monde. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais en tout cas, il faisait ou il fait le tour du monde. Et il travaille sur une forme d'écuménisme bisounours New Age. Il est habillé tout en blanc, les cheveux blancs, comme ça. Il est tout petit et il ne parle jamais. Il n'a jamais ouvert il n'y a pas d'interview, quoi. Mais il fait tout le tour du monde et il fait venir des foules entières, des centaines, voire des milliers de personnes, des foules entières qui viennent le voir. Et donc, dans son écuménisme, tout se vaut. L'islam, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le shintoïsme, le truc, tout se vaut en fait. Et en fait, donc, tu vois, c'est très New Age. Et il se met devant des foules entières, habillé tout en blanc comme ça. Il y a un peu de musique, il y a des fleurs, il y a tout un parterre de trucs gentillets, tu vois, bisounours. Il me ferait presque penser à un hippie. Et il regarde les gens comme ça, fixement, dans un silence assourdissant, comme ça, puis il regarde tout le monde. Et je te promets, il y a des gens qui tombent en transe, il y a des gens qui guérissent, il y a des gens qui ressentent des choses, un amour inconditionnel. L'état hypnotique, quand tu attends quelque chose profondément, que tu désires, eh ben, il y a de la musique, tout le monde est là pour ça. Il y a un égrégore qui se met en place, évidemment, il y a une dimension énergétique. Et donc, oui, il y a des gens qui peuvent guérir dans ce cadre-là. Pas tout le monde ne ressent pas ça, mais ça existe. Et pourquoi pas? Pourquoi pas tout le monde, oui, mais en tout cas, dans ce cadre-là, il y a plein de gens qui ressentent des choses intérieurement et qui tombent vraiment littéralement et qui s'évanouissent, raides, ils tombent comme des bateaux-mouches. Tu vois, c'est incroyable. Le psyché humain est comme, bah, en créant un égrégore comme ça peut avoir une influence sur ton prochain, sur ton lointain. Tu vois, c'est intéressant. C'est très intéressant et encore une fois, le but de tout ça, c'est de se dire que, ben, si ces gens se sentent mieux après et vraiment, pourquoi pas, guérissent, je dis pourquoi pas. En fait, peu importe finalement la voie utilisée, la voie, oui, prise pour arriver à un mieux-être. Moi, je dis, je- vraiment, C'est le point positif. je, Il y a je sais que ça peut paraître toujours, voilà, très, très, peut-être bisounours, tout ça, mais je tends à ce que cette humanité devienne un peu plus en paix, voilà, qui arrive à effectivement balayer tous les vampires qui sont autour de nous, c'est le cas de le dire, et on le sait très bien, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les politiques, etc. Et ça suffit, je veux dire qu'on arrête de se faire prendre. le bien-être n'exclut pour autant pas les vérités. C'est-à-dire que Ah non, non, il peut y non. avoir des gens dans des mouvements sectaires et ils sont bien et ils sont en paix. Donc ça reste. En faisant vraiment la tête d'autruche, Voilà. et ça, Tu sais, je fais beaucoup de débats interreligieux, ça fait partie également de mes fonctions. Ça fait des années que je fais ça. Et tu sais, sur TikTok, j'en vois aussi. Bon, là, c'est pas directement lié au vampire. Encore que, si, parce que je discute notamment beaucoup avec des musulmans. Et il y a des musulmans avec lesquels tu peux pas discuter, ils sont totalement fanatiques, obscurantistes, tu peux pas avoir d'échange du tout. Mais il y en a avec lesquels tu peux apporter la contradiction sans qu'ils aient le sentiment que du blasphème. Tu peux parler par exemple de Mohamed qui textuellement dans la Sira a une dimension pédophile puisqu'il s'est marié à 6 ans et Aïcha a été déflorée à 9 ans. Et moi, je suis tombé à des musulmans avec lesquels tu peux leur dire, tu peux dire qu'il y a une dimension pédophile et ils vont pas mal le prendre. Ils vont t'expliquer. Tu vois, ils vont te dire, alors, à l'époque, eh bien, effectivement, on se mariait très jeune et l'acte était très jeune aussi. C'est contextuel. Il y a 14 siècles, c'était comme ça. Donc, si on contextualise, c'est normal. Alors, moi, je réponds, oui, mais c'est pas parce que c'était normal fut une époque que ça n'est pas condamnable aujourd'hui dans les actes. Ça reste. oui, Je veux dire, voilà, c'est c'est pas parce que ça. dans des tribus lointaines, on coupe des têtes et que c'est normal chez eux Voilà. que c'est normal moralement dans l'absolu. Donc c'est pas un argument. Mais quoi qu'il en soit, je peux discuter avec ces gens-là, tu vois. Mais oui, il y en a qui sont très, très Ah ouverts, bien oui, oui, sûr. oui, et intelligents. C'est pas des cons du tout. Ils sont C'est ça la intelligents. religion. Pour moi, c'est ça la religion, Alors attends, Morgane. c'est que oui, mais en même temps, tu vas voir que
Ça a ses limites, parce que religion, venant du latin religare, ça veut dire relier. Donc on est censé être relié au sens le plus vaste et noble du terme, en paix, si possible, si ça ne dérange pas. Tant qu'on n'est pas Mais lié, parce que ça, attention, c'est autre chose. dans les religions, il y a des éléments, des personnes avec l'esprit sectaire. Sectaire, secte, ça vient du latin sectare, sectare, tare d'ailleurs. Tare, ça veut dire ceux qui divisent, tu vois. Et tu en as aussi chez les athées, Ah oui, 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 comme ça, oh ça, attention, des, des esprits sectaires en tout cas. Donc en fait, c'est pas propre à la religion, c'est propre à c'est un ça, esprit, voilà. à une voilà. C'est deux choses qu'il faut bien discerner. Et donc, c'est là où on en vient à une forme de vampirisme dans le fond, c'est que ils ont quand même, en te disant oui, mais c'est contextuel, à l'époque c'était normal. Oui, mais comment tu peux accepter ça aujourd'hui? Ça reste un acte ignoble de toute façon. Et même si c'était normal à une époque, on ne peut pas le banaliser aujourd'hui et faire comme si, et prendre cette personne-là comme un exemple à suivre, parce que c'est l'exemple parfait à suivre, Mohamed, dans l'islam. Donc, comment peut-on dire ça et dire ce qu'on pense et de façon factuelle, sans blasphémer pour eux? Ça devient compliqué. Donc, je trouve toujours quand même des gens avec lesquels on peut en parler frontalement et il n'y a pas de problème. Et eux pensent que, et c'est là où on arrive à une dimension sectaire, c'est que eux, ils ont été tellement vampirisés par l'esprit islamique qu'ils pensent que si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Tu vois, moi, ma dogmatique, elle est très différente. Je me soucie pas de son âme. Je me soucie pas de ton âme à toi, ni de la mienne, ni de ceux qui écoutent là. Je crois en un Dieu d'amour et de miséricorde totale. C'est-à-dire que je parle pas de réseau pédo, hein, tout ça. Ça, c'est un autre sujet, c'est à part et ça reste des cas heureusement minoritaires, mais qui existent bien. Hein. Donc, faut en parler. Mais Ah oui. voilà, majoritairement, on n'est pas, voilà, ceux qui écoutent sont pas pédophiles. Tu vois ce que je veux dire? Majoritairement, les gens que tu croises n'ont pas envie de faire la guerre, n'ont pas envie de tuer des enfants ou de manger des enfants ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Les gens globalement aspirent au bien, à la paix, à des choses comme ça, normalement en tout cas. Et je veux dire, si tu vas voir les gens du quotidien, tu croises n'importe qui dans la rue, tu lui dis est-ce que tu as envie de faire la guerre et qu'on se foute sur la gueule, ben, la personne va te dire non, forcément, quoi, ils n'ont pas envie de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc ces personnes-là, au bout d'un moment, sont tellement enfermés qu'ils développent un esprit sectaire au point de croire que s'ils n'émettent pas tout un tas de hasanettes, d'œuvres, tout ça, et que si tu ne crois pas, tu n'as pas fait la shahada, il n'y a de Allah que Allah et que son prophète Mohammed, etc., et bien tu en arrives à un point où tu crois que les autres vont en enfer. Et je suis tombé face à un chrétien protestant qui s'ignore, d'ailleurs, il ne savait même pas qu'il était protestant, tellement il est ignare en théologie. C'est un néo-protestant. Il te dit, oui, mais si tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer. Mais oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Imagine, alors si c'était aussi simple et tu avais une lecture aussi littérale, alors tu crois qu'en fait tout le monde va en enfer. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, celui qui ne croit pas en moi n'a pas la vie éternelle. Et donc, si tu prends ça au sens littéral, tu te dis, bah, en fait, oui, enfin, si j'y crois pas, je vais en enfer. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut comprendre plutôt jusqu'à l'heure de la mort. Chaque personne individuellement rencontre Dieu et tous l'acceptent, tout genou, pardon, fléchira devant Dieu parce qu'on est fait pour l'amour, on est fait pour la vérité, on est fait pour le beau, le vrai, on n'est pas fait pour l'ignominie et la guerre. Donc, en fait, oui, tout le monde croira en lui face à lui. Mais sur Terre, il y a de la place à l'erreur. Et c'est là où j'en viens. Excuse-moi, je suis un peu long, mais c'est là où j'en viens à l'esprit vampirico-sectaire. C'est que croire que, parce que, par exemple, je dis n'importe quoi, toi, tu es gnostique, c'est ça? Oui, enfin, on peut considérer ça, oui. Moi, Ok. voilà, je crois je suis Bon, bah, spirituel, voilà, imagine, dans le imagine, tu es général, ce que tu voilà. es aujourd'hui, mais tu as un super Pas athée, voilà. Je suis pas athée, voilà. ouais. Imagine, tu tombes face à un mec qui est super intelligent et qui a tous les arguments, et ben là, tu deviens, je dis n'importe quoi, musulman, ou tu deviens athée, ou tu deviens bouddhiste, ou shintoïste, tu vois, tu deviens autre chose. T'imagines si tu étais sur le bon chemin et que tu arrives en haut et que Dieu te dit, alors, 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 espèce de petit enculé, tu t'es trompé? Hein. T'imagines, moi je suis chrétien, je tombe sur un super prédicateur, musulman, je me convertis à l'islam. Et là, Dieu arrive, il dit alors, tu étais sur le bon chemin, sur le chemin du Christ, et rédempteur, et donc mort en croix, tout ce que ça comporte. Et toi, tu t'es converti à l'islam, allez hop, en enfer, espèce de petit enculé. Eh ben, tu sais, mais c'est ridicule.
l'islam qui considère rapidement, qui considère quand même Jésus, hein, je veux dire, Oui, tous mais les pas comme musulmans Dieu. parlent de Jésus. Enfin, il le considère comme un prophète et le Messie, mais pas comme Dieu. D'accord, c'est déjà pas mal, hein, Ah c'est déjà oui, pas oui, mal. oui, mais dans la sourate 4, versets 156 et 57, il n'a pas mort sur la croix pour la rémission des péchés du monde. Donc c'est une toute autre dogmatique quand même, quoi. Et, Oui, pour moi, il n'est pas mort sur la croix non plus, ah oui, si tu veux mon oui, avis. et ben alors là, tu te retrouves plus dans la dogmatique islamique et du coup coranique. Mais pour les chrétiens, il y en a quand même 2 milliards 500 millions, il est mort en croix. Du coup, comme tout le monde à l'époque d'ailleurs, hein, tous les voleurs, tous ceux qui étaient considérés comme des voleurs, tout ça, ils se faisaient tous crucifiés par les Romains. Donc c'est une mort très banale. Bon, après on a des preuves historiques de tout ça, en passant. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'informations, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais ce sur quoi je veux rester, c'est que l'esprit sectaire, qui est un esprit vampirique en fait, c'est que j'aspire, je prends tout, moi je suis dans la vérité, machin truc, tu vois, et puis vous avez mal compris, et en plus vous risquez l'enfer. Et ça c'est horrible, tu vois, de croire que... Bah, c'est de la magie noire, c'est de la magie noire. Ça veut dire que donc en fait, au-delà des mots d'amour de la religion, soi-disant, ces gens-là vont, enfin, alors quand je dis ces gens-là, c'est tous les religieux, pour moi, hein, ça c'est, Tout à fait, quel tout qu'il à fait. soit, ils t'envoient en enfer parce que tu ne crois Et pas ben, à leur j'en dogma. parle dans vampirologie, je parle des religions aussi, parce qu'il faut en parler. On va se calmer, quoi. Tu vas rien m'envoyer du tout, mon pauvre ami. C'est d'ailleurs, c'est pas toi d'ailleurs, c'est pas toi qui va juger mon âme et qui va dire quoi faire. C'est au-delà de Bien nous. sûr. En tout cas, Tu n'es j'en rien. parle Voilà. justement du fanatisme religieux, fanatisme qui s'ignore. Parce que le fanatique s'ignore toujours. Et tu n'as jamais un fanatique, un obscurantiste qui te vient et te dit bah, moi, je suis un fanatique. Ben non, en fait, pour lui, il est dans la vérité. Pour lui, c'est comme ça, c'est bon, c'est vrai. Et c'est pour ça, mon cher Morgan, qu'il faut garder, non pas raison, raison gardée, mais qu'il faut garder surtout toujours comment est-ce que je veux dire ça? Toi, tu as évolué, par exemple. C'est ça que j'aime bien. Toi, tu as évolué dans tout ce que tu as touché. Tu as toujours évolué. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu étais celui que tu as été il y a 15 ans, 20 ans quand tu étais adolescent, tu te rends compte que, par exemple avec le beau-père, c'est un exemple que je reprends, tu t'es rendu compte eh bien, que ça a eu certainement une influence, et j'en suis sûr aussi, mais de se rendre compte de ça, c'est déjà une rédemption, hein, pour revenir avec un mot religieux. Et je trouve que ça, c'est déjà le principal, d'avoir compris les choses, d'avoir compris les choses. Alors peut-être, certes, un peu trop tard, mais il n'est Il jamais est trop trop tard, ouais. tard. Il n'est jamais trop Il faut tard. un tout petit peu d'humilité et se rendre compte qu'on ne sait rien. Et plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien. D'ailleurs, mais je veux dire, dans l'absolu, là où tu vois, moi en tant que religieux chrétien, catholique marginal, bah, tu vois, c'est là la différence avec quelqu'un comme moi qu'avec les autres, c'est que moi, je me soucie pas du tout de votre âme. Je sais très bien que vous êtes des âmes qui sont faites pour voir Dieu face à face, qui vous êtes à différents degrés. Hein. Mais je suis pas là, j'ai pas le syndrome du sauveur en vous disant si tu crois pas comme moi, tu vas finir en enfer, espèce d'ordure. Tu vois, j'adore faire le fanatique comme ça me fait marrer. Mais tu vois, en fait, c'est tellement risible pour moi que ça me fait rire. Ça devient tragicomique. Et surtout, On est d'accord. comment ces gens-là, écoute bien, c'est comment ces gens-là peuvent faire croire en un Dieu d'amour et de miséricorde alors qu'ils sont en train de te dire, tu te trompes, tu vas en enfer. Mais si Dieu est miséricorde, il ne me jettera pas en enfer. C'est pas parce que je me suis trompé alors que j'ai cru bien faire toute ma vie que tu vois, c'est ridicule. Ça n'a ni queue ni tête. Pas de place pour l'erreur avec Dieu. Alors apparemment, tu n'avais qu'à pas te tromper. Ça t'apprendra. La fait dans ta gueule. Et ben voilà. Voilà, arrête de ça. En tout cas, Morgane, sur ces belles paroles, on arrive tout doucement à la fin, n'est-ce pas, de cette émission superbe. Et merci, grand merci, franchement, merci pour ton exposé. C'était du caviar. Moi, j'ai bu tes paroles. J'espère que les auditeurs aussi. Et en tout cas, vraiment, je mettrai les 4 chaînes de Morgane en lien, bien sûr. Eh bien, vous irez faire votre popote, comme je dis à chaque fois. C'est comme sur les sentiers du réel. Ne nous écoutez pas tous. Donnez de l'amour à ce que
sur la thématique qui vous attire à vous. Faites votre popote au marché. C'est comme au cinéma, on va pas tous voir les mêmes films. Et encore, moi, je ne vais plus au cinéma pour beaucoup plus de raisons que ça. Mais admettons, vraiment, faites votre popote. Allez sur les réseaux sociaux de Morgan pour connaître un petit peu mieux qui il est. Et ce n'est pas loin d'être un Golgol, un Golgoth et un Gogol encore moins. Donc, allez voir bien Morgan, allez voir sur les réseaux. Vraiment, voilà. Vous découvrirez pas mal de choses. C'est un être sensible, moi je le sens, un être sensible qui a beaucoup de choses à dire et il les dit quand il peut le dire. Et moi, tu es toujours le bienvenu, Morgane, sache-le, sur les sentiers du réel. Tu es fidèle maintenant depuis maintenant, voilà, 3 émissions et je t'en remercie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'apprécient pas, je le vois bien dans les commentaires. De toute façon, les chers commentaires, si vous allez dans ce sens-là, vous serez automatiquement masqué, voire bloqué. Donc, fatiguez-vous, moi ça me fait rire. Donc voilà, j'aime autant vous dire que on va bien s'amuser. Je vais devoir censurer d'ailleurs quelques mots dans cette émission. Mais peu importe, le message est passé. Le message est passé. Morgane, merci 1000 fois. Je mettrai aussi les liens pour vous procurer le bouquin sur le vampirisme, les 2 bouquins sur le vampirisme qui m'ont l'air vachement intéressants. Puis en plus, 300 pages, on va pas s'ennuyer durant l'été. Hein. Ouais, Voilà, l'été sera on a chaud, aussi l'été sera le cadeau. Ufologie et puis Loup-garou, la révélation Ah, et Loup-garou, les secrets dévoilés également. je t'attends avec l'ufologie, tu viendras quand tu veux. On peut peut-être même déjà se la programmer Ouais. après. Donc, on fait des gros bisous à Morgane, on fait des gros bisous au Sentier du Réel en faisant des likes, des boosts si c'est disponible, etc., etc. Abonnez-vous, parlez autour de vous des Sentiers du Réel et aussi de Morgane, bien entendu. Donnez de l'amour à nos 2 chaînes. Nous sommes des anciens, des vieux de la vieille. Donc voilà, on fait des gros bisous à tout le monde. Normalement, la semaine prochaine, l'émission, je pense, oui. Voilà, je vais tâcher d'en faire un petit peu durant l'été, on verra bien. On vous fait des gros bisous. Salut, ciao, ciao.